Bonjour et bienvenue à Urgence économique. Alors, il y a quelques mois, on avait réalisé un épisode consacré à la question de l'inflation qui touche de plein fouet l'économie mondiale, mais également l'économie marocaine. Et on a décidé qu'il était urgent d'y revenir avec un nouvel épisode, d'autant plus qu'un certain nombre d'événements ont permis d'apporter un certain nombre d'éclairages, dont le récent rapport du Conseil de la concurrence, mais également la décision de Bac-Marley de rehausser le taux directeur, également tout l'argumentaire qui va avec. Donc aujourd'hui, ça sera l'occasion d'y revenir et d'en parler en détail avec notre invité, juste après le générique. Monsieur Barfoui, bonjour. Salam alaikum. Alors, vous êtes professeur d'économie à l'IAV de l'Université Hassan II, professeur à la retraite, je suppose, mais en même temps... Retraite active. Voilà, retraite active, effectivement. Très active. Et d'ailleurs, les livres derrière peuvent en témoigner que l'on n'est jamais à la retraite quand on est chercheur en réalité, on demeure à vie. Et on avait eu l'occasion d'aborder lors du premier épisode d'Urgence économique avec vous la question de la politique agricole, de l'envolée des prix au niveau des matières alimentaires, mais également des différentes stratégies mises en place depuis le plan Maroc Vert. Alors aujourd'hui, c'est un deuxième volet que l'on va aborder, c'est la question de l'inflation, notamment au niveau du secteur énergétique, qui n'est pas qu'un secteur parce que c'est le fondement, c'est l'inflation en amont qui va déterminer toutes les inflations en aval. Alors récemment, il y a un avis du Conseil de la concurrence qui est venu confirmer un certain nombre d'hypothèses, ou en tout cas de convictions qui étaient portées par un certain nombre de chercheurs et d'experts concernant le mode de fonctionnement du secteur des hydrocarbures au Maroc, notamment le manque de concurrence, l'alignement sur les prix, mais également le fait d'augmenter les tarifs au moment où le prix du pétrole augmente, mais de ne pas tout à fait baisser quand il baisse à l'international. Alors que pensez-vous de l'avis du Conseil de la concurrence, mais également de son contenu et du timing? Vous savez, je crois que c'est un avis qui va rester dans les annales. C'est un cas d'école. Hein. Voilà un conseil qui s'autosaisit, qui produit un avis. Personne n'avait demandé cet avis au Conseil de la concurrence, et pour cause, puisque ce que chacun attendait depuis bien longtemps, c'est la suite simplement donnée à la sanction, à la décision prise par l'ancien conseil, hein, et dont le processus avait été interrompu, on connaît la suite, depuis juillet 2021. Donc tout le monde attendait, était le conseil à ce niveau-là. Alors il nous sort un avis, très bien. Ce qui est extrêmement curieux, c'est que non seulement il se propose de donner son avis sur la question, mais immédiatement pour en fait s'imposer des lignes rouges. Et à trois niveaux. La première, au niveau de la période. On décide d'examiner la période 2018-2022, alors que le problème est là depuis au moins 2016. Et depuis la libéralisation des prix. Depuis fin 2015, en fait. Et puis surtout, parce qu'on sait que les années 2016-2017 ont été des années extrêmement controversées, c'est les années qui ont donné notamment lieu au fameux rapport de la commission parlementaire, l'affaire des 17 milliards, etc. Tout ça, on évacue, on examine. Ok. Deuxième ligne rouge qu'on s'impose, c'est les personnes, les organismes qu'on va consulter. Quand même, un organisme de cette nature, par définition, quand il instruit un dossier, il voit tout le monde, il discute avec tout le monde, il consulte tout le monde. Or là, on consulte les sociétés de distribution concernées, pas de problème, les ministères concernés, pas de problème, les représentants des stations d'essence, tout ça, pas de problème, et puis les organisations syndicales, à commencer par celles qui sont dans le secteur, hein. L'instance de défense de la SAMI, où vous avez des cadres, des ingénieurs, qui connaissent de l'intérieur de la situation, qui ont pratiqué. Est-ce qu'on ne croit pas qu'on aurait pu quand même gagner à avoir leur avis? Les associations de consommateurs, est-ce qu'elles n'ont rien à dire sur cette question-là? Par exemple, rien. Donc on a décidé c'est un peu le juge qui a décidé de n'écouter que les coupables ou au moins les témoins à décharge.
Donc on a vu des acteurs qui sont des sujets dans ce marché, mais on n'a pas vu des acteurs qui sont des objets qui subissent cette... Surtout qu'ils pouvaient alimenter le conseil en information, améliorer sa perception, son analyse des choses, simplement. Alors, troisième chose alors plus sur le fond, c'est qu'en réalité, le conseil a décidé, en fait, de dire ce qu'on sait depuis longtemps, effectivement. Vous y avez fait allusion. Des choses que tout le monde sait, mais qu'on ne voulait pas dire jusqu'à maintenant, mais en même temps, qu'il dit, il a décidé de ne pas nommer. Donc, dire les choses sans les nommer, sans les qualifier, en fait, pour ne pas avoir à les sanctionner. Oui. Alors, oui, effectivement, on sait beaucoup de choses maintenant, à partir de ce rapport, on confirme, si vous voulez, beaucoup de choses. Alors, oui, bien sûr, le rapport nous dit il n'y a pas de concurrence. Il dit même, on va même jusqu'à dire que la concurrence est entravée. Il n'y a pas de concurrence par les prix, on le dit. Non, on parle littéralement de manipulation des prix. Voire neutraliser. Je reprends le mot dans le rapport. Oui, ce secteur est très concentré. Ok, on le sait, il y a 3 ou 4 sociétés qui s'accaparent, qui font la pluie et le beau temps. On le sait. Le rapport c'est un secret de polichinelle que le rapport dévoile. Mais il y a des choses encore plus intéressantes. Ça, c'est mais déjà, premier constat. Le fait que les sociétés concernées sont beaucoup plus promptes à répercuter les hausses des cours internationaux sur les pays intérieurs que les baisses. Je donne l'exemple assez flagrant de l'année 2020, par exemple. Oui, on va vous dire aussi que, que les marges effectivement sont énormes, que la rentabilité foncière est très élevée et qu'elle donc empêche d'une certaine manière la compétition. Peut-être plus grave encore, on avance des choses quand même qui concernent la sécurité énergétique du pays. On apprend dans ce rapport. Encore une fois, ce qu'on savait, mais c'est bien que ce soit dit à ce niveau, on vous apprend que déjà les capacités de stockage ne sont pas suffisantes, et que donc ça pose un problème effectivement de sécurité énergétique, mais plus que ça, ce qu'on apprend aussi, c'est que pour faibles qu'elles soient, les capacités existantes sont utilisées à 50%. Vous imaginez, ça veut dire que vous avez des sociétés qui ne peuvent même pas se prévaloir ou prétexter du fait qu'il n'y a pas assez de capacités. Et donc, elles ne prennent aucun risque pour constituer un minimum de stock de sécurité. Mais pourquoi pour le pays. Il y a eu quand même des périodes où le prix du baril était extrêmement bas, ce qui était propice à constituer des stocks stratégiques et des garder, même pour eux dans des logiques de rentabilité. Alors, le rapport ne dit pas cette période qui était effectivement qui correspondait à l'année 2020. Là, on est en train de parler de la situation en 2022. Et effectivement, les cours sont élevés et on ne prend pas. En vérité, il n'y a pas de raisonnement qui tient compte de l'intérêt du pays dans sa globalité. Il n'y a que des considérations qui tiennent compte aux intérêts particuliers et à la maximisation des profits. Il y a même des choses intéressantes qu'il faut quand même qu'on se pose des questions. On apprend, alors, au détour de quelques tableaux et quelques chiffres par exemple, que la société la plus importante, celle qui domine le secteur, est celle qui achète dans les conditions les plus chères au niveau du marché international. C'est elle qui achète le plus cher. Et donc, au niveau des comptes, c'est elle qui présente les profits les moins élevés. Vous avez une société qui est classée 7e ou 8e sur l'ensemble, qui trouve le moyen d'acheter moins cher et qui fait des bénéfices plus importants. Il y a quand même un problème là, hein. Je pense que si on est dans un état de droit, la moindre des choses, c'est que une commission au Parlement devrait se remuer un peu pour essayer de faire... Je veux dire, c'est quand même... C'est lourd, hein, je répète, pour l'instant, on ne peut que se poser ces questions. Mais dans l'ensemble, vraiment, on a l'impression, moi l'image qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement celle d'un agent de l'ordre, d'un policier, hein, qui attrape un délinquant, mais en flagrant délit, et puis simplement après, va voir ailleurs, hein, le laisse partir sous prétexte qu'il n'y a pas de loi pour l'arrêter. Parce que on a beau retourner la question à chaque fois à l'argument, le prétexte qui revient. Ah ben on attend
On attend que la loi qui va réformer le Conseil de la concurrence sorte du Parlement en attendant entre nous. Ça n'empêche pas le Conseil de statuer, d'investiguer dans les secteurs qui l'intéressent, mais surtout pas celui-là. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de surréaliste dans cette situation. Là, avec le recul, même si je répète encore une fois, c'est des choses qu'on a dites, écrites, on leur temps. Mais là, on voit réellement ce qu'a été cette libéralisation. Je veux dire, pour faire simple, tout se passe comme si l'État, d'abord, s'est dessaisi de ses compétences de régulateur, d'agent de réglementation pour l'intérêt général. C'est dessaisi. Mais au profit de qui? Au profit d'un lobby, d'un groupe d'intérêts puissant qui domine à la fois l'économie et la politique. Et qui donc fait ce qu'il veut. Et pas plus loin ce matin, tout le monde ne parle effectivement de la hausse, la récente hausse qui est énorme. Énorme. Regardez les cours internationaux, même s'ils ont légèrement augmenté ces derniers temps, on est loin. Alors, de la répercussion à la hausse, ouais. Après, bon, il y a quand au même, niveau des stations. Il y a quand même ce que la plupart des Marocains ont découvert durant cette crise énergétique, c'est qu'il n'y a pas que le prix du baril, mais il y a également les prix au niveau des raffineries. Les principales raffineries mondiales qui, elles, effectivement, peuvent gonfler leurs marges, même si le prix du baril lui-même n'a pas beaucoup bougé. Alors, qui fait qu'on achète le produit dérivé du pétrole beaucoup plus cher que le pétrole. Et là, on revient à la famille. Voilà. Pour en finir justement avec cet avis, le bouquet, vraiment le bouquet, je vous assure que c'est insupportable. Hein, quand vous avez une instance à ce niveau-là qui termine le rapport, on vous dit, après tout ce qu'on sait depuis 7-8 ans, mais bien au-delà, qui vous dit, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas si cette raffinerie va être utile au pays, allons-y, on va faire une étude. Enfin, d'abord, j'ai juste envie de dire, les études existent depuis bien longtemps, et des études, croyez-moi, sérieuses, instruites, je répète, à partir faites par les cadres de la SAMIR, hein, qui connaissent, je répète encore une fois, de l'intérieur de la situation. Mais, puisque ça, monsieur, on s'en tient simplement au gouvernement actuel, qui est là depuis 10 mois, 11 mois. Bah, on a juste envie de dire, non, mais est-ce que depuis 10 mois, le ministère de l'énergie, si réellement il en avait la volonté, est-ce qu'il n'a pas eu le temps de faire cette étude? Est-ce qu'il fallait qu'on attende? Je ne parle que de ce gouvernement. Est-ce qu'il fallait attendre 10 mois pour que le Conseil vienne nous dire, on ne sait pas, il faut étudier? Et vous savez bien que la meilleure façon de renvoyer un dossier au calendrier grec, c'est de le mettre de commander une étude. C'est pas sérieux tout ça. Non, mais on a quand même eu une ministre qui a dit la chose et son contraire, en disant devant le Parlement que j'ai jamais dit que la SAMIR ne servait à rien, alors que dans un entretien télévisé, elle m'a dit qu'elle ne servait à rien. On voit bien qu'effectivement, il n'y a pas que la logique économique de la SAMIR, il y a également une logique politique qui vient, et d'ailleurs c'est l'objet de votre livre, qui vient de paraître, oui. où vous parlez, alors le titre c'est Maroc, une économie sous plafond de verre des origines à la crise Covid-19. Donc là encore il y a des plafonds de verre, même par rapport à la SAMIR, c'est un sujet tabou dont peut-être un certain lobby ne veut pas. L'économie est sous plafond de verre, mais le système politique aussi est sous plafond de verre, je pense qu'on en reparlera. Mais moi je voulais, encore une fois, puisque vous avez dit sur la SAMIR, puisque justement vous avez fait allusion au prix, à la structure du prix. N'importe qui aujourd'hui, donnez-lui simplement quelques éléments et il va vous répondre. Parce que c'est le bon sens. La première chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un énorme écart entre les cours du brut et le prix d'achat du raffiné. Vous n'avez pas d'outils de raffinage, vous subissez les prix raffinés qui, eux, sont dans une autre logique, et on sait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une concentration des raffineries, il y en a qui ont disparu, et donc celles qui restent sur le marché, fixent les prix comme elles veulent, et donc font des marges considérables, et donc le surcoût dans le prix final est aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, d'abord dû à l'absence de capacité de raffinage au Maroc. C'est la première chose. Donc déjà ça, ça veut dire. Alors après, on pourra parler effectivement de ce que la SAMIR peut faire. On peut parler surtout, et ça c'est une donnée qu'on veut évacuer, mais je pense qu'une fois d'ailleurs dans une émission que vous aviez faite avec un spécialiste de l'énergie,
et où je me rappelle très bien, il vous disait qu'aujourd'hui, la Samir, non seulement peut produire pour le marché intérieur, mais peut produire pour exporter dans des conditions de compétitivité intérieure, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest, etc. Et donc, je vais dire, remuer la question comme vous voulez, vous voyez bien que la Samir, objectivement, bien sûr, moi je n'ai pas à parler du point de vue de X ou Y, mais objectivement, c'est une nécessité économique d'abord, financière, sociale, territoriale, stratégique. Et on se permet encore de dire, ah, on ne sait pas, faites une étude. Non, mais la c'est pas sérieux, sincèrement, c'est pas sérieux. Mais par de l'étude, l'argument du politique, c'est de dire que le dossier est juridiquement extrêmement complexe, qu'il y a différentes parties prenantes, que nous, le gouvernement, ne peut rien faire, parce que là, pour le coup, tout le monde respecte la séparation des pouvoirs, quand ça permet de ne pas réactiver de la Samir. Et donc, on se cache derrière un argumentaire juridique avant même de poser la question de l'étude ou pas étude. Parce que Samir ou pas Samir, si l'impératif est d'avoir une raffinerie, même indépendamment de la Samir, déjà parlons de la nécessité d'avoir une raffinerie, quitte à en créer une nouvelle. Bien sûr, mais vous le savez très bien, l'argument qui ne tient pas la route. Allez, vous pouvez discuter avec les juristes, ils vous disent qu'il y a toujours une solution. En tout cas, la réforme d'État, aucune instance internationale, commencée par le CRD, parce que de quoi on parle? On parle du CRD, de la Banque mondiale, mais enfin, qui est le CRD pour empêcher un pays souverain de se doter des moyens de souveraineté dans un domaine aussi stratégique? Mais enfin, on marche sur la tête, là. Ça ne tient pas la route. Alors, maintenant, pour revenir à la question de l'avis. Alors, l'avis a été rendu public. Maintenant, on fait quoi avec? Est-ce que la balle est dans le camp de l'exécutif qui a les moyens de la contrainte et de mener une enquête au niveau de ce secteur-là et de voir même la possibilité de punir un certain nombre d'acteurs qui peut-être contribueraient à la manipulation des prix? Ou est-ce que il y aura un avis qui va être un avis ostentatoire et on continue comme si de rien n'était? C'est quoi la prochaine étape? Moi, j'ai l'impression que depuis le début, on joue à cache-cache dans cette affaire. Le gouvernement renvoie à... Alors, je ne vais pas remonter parce qu'en fait, ce petit jeu de cache-cache dure depuis 2016. Hein, mais si on revient simplement depuis un an ou deux, qu'est-ce qu'on nous dit? On a tout fait pour arrêter un processus. Et ensuite, on a mis en branle une réforme. Alors, d'ailleurs, là, ce serait intéressant d'examiner, je suis consterné de constater qu'en vérité, ce projet de réforme du Conseil constitutionnel est passé, me semble-t-il, à la première chambre comme une lettre à la poste. Il va, je ne sais pas ce qu'il fait au niveau de la deuxième chambre, mais enfin, il n'y a pas de débat public sur ce projet. Or, il va falloir l'examiner et constater, effectivement, alors je peux vous assurer, vous comprendrez pourquoi, effectivement, il y a eu tout ça. Parce que vous allez constater les reculs qu'il y a, les nouvelles mesures, en fait, on verra, on en parlera lorsqu'on sera devant un texte fini. Mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'en fait, tout cela aura servi à verrouiller davantage que le processus. Alors, reviendons. On met en place un projet, et puis ça traîne. Et puis pendant que tout le monde subit les hausses démesurées et donc subit les conséquences de cette situation inacceptable à tous égards, eh bien, le petit jeu, c'est quoi? Lorsque le gouvernement s'adresse au gouvernement, il dit « Ah ben il y a une loi qui est en cours, il y a un processus là. » Quand vous allez chez le Conseil constitutionnel, il vous dit « Ah ben moi j'y peux rien en ce moment, il y a une loi au Parlement, on attend que ça soit fini. » Ça tourne entre le pouvoir législatif, l'exécutif et le Conseil de la concurrence. Ça n'est pas sérieux, encore une fois. Et en réalité, tout ça ne trompe personne. C'est quand même le message qu'il faut que les responsables comprennent. C'est que c'est devenu tellement caricatural cette histoire que ça ne trompe personne. C'est dangereux. C'est que la légitimité du Conseil de la concurrence est en train de s'effriter. C'est que même s'il va être réformé pour la plupart des Marocains, d'ailleurs on a vu la campagne de hashtag contre l'augmentation des prix. Alors en général, il y a souvent une dialectique qui donne lieu à un effet de vase communicant. C'est-à-dire quand il n'y a pas de contradiction au niveau du champ politique, et à certains moments ça va au niveau du champ médiatique et des réseaux, et quand même là ça devient inopérant, malheureusement ça passe à la rue. Et personne n'a envie qu'on en arrive là. Donc à certains moments il faudra trancher pour ces... Bien sûr, mais en même temps, je veux vous dire, moi, cette histoire du Conseil de la concurrence, en fait, elle est très révélatrice, elle est symbolique, finalement, du dévoiement
d'un certain libéralisme dans nos pays. Hein. Parce que on n'est pas libéraux, à aucun moment. Mais non, le discours officiel continue à jurer tous les matins que c'est libéral. Et on voit concrètement ce que ça donne. Et je peux vous dire, évidemment, peut-être à des niveaux moins caricaturaux, mais les autres instances dites de régulation, finalement, fonctionnent aussi. Les dés sont pipés à tous les étages, à tous les niveaux. Et donc, ouais, en dernière instance, et moi j'ai envie de dire, même pour les responsables qui défendent ces choses-là, et vis-à-vis du. Parce qu'en principe, tout ça est fait d'abord, quand même, pour l'opinion internationale, c'est pour le marketing à l'international. Vous voyez, on est une école libérale, on a nos instances de régulation, etc. Mais regardez l'image qu'on donne. Est-ce que vous croyez que ces gens qui nous observent, que ces investisseurs internationaux, qui sont dupes à ce point, ne comprennent pas, ne voient pas tout ce qui se passe? Donc finalement, tout ça devient contre-productif. Ouais. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Alors, sur un autre volet, Sophie voulait ajouter quelque chose par rapport à l'avis du Conseil. Enfin, il y a tellement de choses à dire et à redire, mais voilà, je pense que le chantier de la réflexion a fait le tour. Je crois que c'est no comment en vérité. Voilà, et on va wait and see. No more comment. Voilà, on verra ce que ça va donner. Maintenant, le deuxième volet, quand on parle d'inflation, on parle de politique monétaire, et donc de levier de politique monétaire, et récemment, Banque Mondiale a décidé, enfin ou pas enfin, ça dépend des attentes de chacun, de toucher au taux directeur, notamment vers la hausse. Or, le problème, c'est que pour beaucoup d'experts, il s'agit d'une inflation principalement importée par le biais des matières énergétiques, on vient d'en parler, mais également des matières premières pour les constructions, ça touche l'immobilier, des matières alimentaires. Donc, le fait de toucher au taux directeur, d'augmenter le taux directeur dans un contexte où l'inflation est principalement importée, alors est-ce un coup d'épée dans l'eau? Cela va-t-il au contraire aggraver la situation économique en interne, en étouffant davantage la classe moyenne, l'accès au crédit, etc. Ou y a-t-il un message politique là-dedans, c'est-à-dire de dire au gouvernement que, voilà, à un certain moment, les problèmes d'ordre budgétaire n'ont pas à être résolus au niveau monétaire par un taux directeur peut-être préférentiel ou faible? Alors, d'abord, entendons-nous bien sur la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Inflation, plutôt stagflation. C'est ça la question. Et c'est ce qui est particulier dans la situation depuis les années 70. Hein. Pas seulement le Maroc, le monde. Il faut revenir aux années 70 du siècle passé pour vivre une situation où effectivement on a vu en même temps une situation de crise, de stagnation économique, accompagnée d'une hausse des prix. D'ailleurs, ce mot, on l'a inventé à l'époque parce qu'il cassait les codes de la science économique. On nous avait appris que quand il y a inflation, c'est qu'il y a surchauffe. La fameuse marmite, on surchauffe, et que donc quand il y a inflation, il y a croissance. Et l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, vous connaissez même la courbe de Phillips, il faut choisir entre le chômage et l'inflation. Ok. Là, on est face à quelque chose qui, alors, au niveau international, après la pandémie, tout ça, la crise Ukraine-Russie, etc., mais aussi au Maroc, et je dirais aggravée, c'est-à-dire que la crise au Maroc, elle n'est pas seulement le produit de tout ça, mais elle est aggravée par une année de sécheresse, comme on n'en a pas vu depuis aussi très très longtemps. Résultat, on est sur moins de 1% de croissance cette année. Quelles que soient les prévisions des organismes, on va être autour ou en dessous de 1%. Vous imaginez, ça s'appelle une situation de stagnation économique. Et là-dessus, vous avez une inflation. Alors, là aussi, on ne va pas chipoter longtemps sur le diagnostic. On sait bien qu'on n'est pas face à une inflation de type déséquilibre entre l'offre et la demande. Non, mais pas la demande ne peut pas être... durant le Covid, justement, parce qu'on est en situation de crise, on est en situation de stagnation. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une inflation importée. Importer, il faut, là aussi, je pense qu'il faut quand même garder en tête toujours des ratios fondamentaux dans l'économie marocaine. En l'occurrence, c'est le taux de pénétration de l'économie. C'est-à-dire, c'est qu'en gros, si vous voulez, la demande sur le commerce extérieur. Si vous voulez, vous essayez d'apprécier la demande externe
globalement, donc le commerce extérieur par rapport au PIB, par exemple. Vous essayez de voir quel est le taux de pénétration des produits étrangers dans l'économie, dans donc la demande interne. C'est de l'ordre de 42%. D'ailleurs, je l'explique dans ce livre. Hein. Un taux de 42%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous consommez, par exemple, vous investissez 100, ben vous pouvez être sûr que les 2/5 au moins proviennent de l'étranger. Donc on a 40 dirhams, voilà, qui vient nourrir les importations. On est dans une situation structurelle et ça se diffuse à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'effectivement il y a une hausse des cours, l'effet est amplifié, et ce serait pas la même chose si le taux de pénétration était de 20% ou seulement de 30%. Ajoutez à cela que, en vérité, les deux produits qui flambent, ce sont l'énergie et les produits alimentaires. Ce sont précisément les produits pour lesquels nous sommes quasi totalement, alors pour l'énergie totalement, pour les produits alimentaires, on tellement... À moitié, en tout cas, au niveau des céréales. On apporte la moitié de nos besoins. En très grande partie. Et donc, en réalité, nous recevons de plein fouet les hausses internationales. Bien. Donc, c'est évident que c'est d'abord une inflation par les coûts et les coûts à l'importation. C'est clair. Alors maintenant, il faut tenir compte de tous les éléments de débat. On nous dit effectivement que oui, c'était au début importé, mais que maintenant, elle se diffuse, elle est irrégulière. Encore une fois, simplement précisons les choses. Il y a un effet de diffusion dans l'économie, mais il est d'abord lié précisément à ce que dit le Conseil de la concurrence pour le secteur de l'énergie, c'est-à-dire qu'il est largement lié à, tout simplement, des effets de domination, de concentration, d'entente, de rente dans l'économie. De sorte qu'en fait, il y a une spirale, effectivement, une spirale qui à un certain moment s'auto-entretient, mais ça ne veut pas dire que c'est un phénomène économique véritable, c'est un phénomène, c'est une dérive d'une situation économique. Vous savez, mais je vais prendre, parce que laissons de côté maintenant les produits énergétiques qu'on connaît, les produits alimentaires. Chacun sait que l'élément clé, enfin, si on a la plateforme clé de l'ensemble du système de distribution, ce sont les marchés de gros. C'est quoi les marchés de gros? C'est des foyers de la rente. Soyons clairs, c'est des foyers de la rente. Et on n'a jamais, depuis 40 ans, 50 ans, on n'a jamais eu le courage d'affronter cette réalité et d'opérer une véritable réforme des marchés de gros, parce qu'on sait que derrière, il y a des situations de rente, des situations de népotisme, tout simplement, de népotisme, etc. Et donc, comment voulez-vous éviter ces effets, cette escalade au niveau des prix, ces effets effectivement de surenchère à l'intérieur dans l'économie, si vous ne faites rien effectivement pour simplement... Lutter contre... je dirais simplement mieux fluidifier l'économie, permettre à la concurrence de jouer un peu mieux, permettre un peu plus de visibilité, de transparence, de mobilité. Ça, c'est les canons de libéralisme, de l'économie de marché. Ça ne fonctionne pas au Maroc, dans l'économie marocaine. Donc en fait, c'est pas étonnant que, effectivement, les phénomènes inflationnistes s'amplifient assez rapidement. Mais le fait est que cet effet de diffuser en interne au niveau de l'économie marocaine n'est pas en rapport ni avec la sphère monétaire, ni la sphère budgétaire, mais c'est au niveau du champ politique que l'on peut puiser des solutions pour résoudre ces problèmes structurels. Parce que vous le rappeliez, le libéralisme, ce n'est pas uniquement économique, c'est également juridique, c'est également un libéralisme politique. On ne peut pas avoir l'un sans avoir les autres. Bon, maintenant, on prétend avoir un libéralisme économique sans avoir l'arsenal juridique qui va avec, ni la volonté politique d'affronter les problèmes qui va avec. En tant qu'on se retrouve avec un pseudo-libéralisme ou un épilibéralisme formel, totalement formel dans une logique de vitrine vis-à-vis de l'étranger, mais en réalité, l'économie soi-disant libérale est prise en otage par des structures de rente qui jouissent d'un schéma d'impunité autant vis-à-vis du juridique que vis-à-vis du politique. Et dans ce contexte, augmenter le taux directeur, moi vraiment je ne comprends pas. À part punir les classes moyennes et les PME et rendre plus difficile l'accès au crédit, je ne vois pas en quoi ça va lutter contre les schémas de marché de gros, des hydrocarbures ou d'autres. Au mieux, c'est un coup d'épée dans l'eau. Au pire, effectivement, ça va aggraver. Ça va aggraver la situation.
vous savez, là encore, vous voyez à quel point, malheureusement, la doxa qui domine tout, hein, bon, au niveau du conseil de McKinley. Oui, ça, on ne découvre pas aujourd'hui. Oui. C'est surréaliste, encore une fois. Sincèrement, je me demande comment les gens qui décident réfléchissent, comment est-ce qu'ils voient l'économie de ce pays. À partir du moment où on sait, et le Wally de Montgomery lui-même n'arrête pas de le dire, n'arrête pas publiquement, n'arrête pas de se plaindre, de dire que effectivement les fameux canaux de transmission, disons, entre les décisions de Montgomery et le secteur bancaire, hein, surtout le secteur bancaire, mais ne fonctionne pas, que les banquiers ne sont pas disciplinés, qu'ils ne font pas, depuis le temps qu'il dit ça. Bon. Ouais. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'il a oublié cela lorsqu'il a fallu cette fois-ci décider une hausse des taux directeurs. L'unicalibi peut-être, ça a été dit d'ailleurs, c'est pour soutenir le dirham par rapport à la précession du dollar, qui fait que la facture énergétique au niveau du budget, voilà, devient... Alors, prenons chose par exemple. D'abord, je dis... J'essaie de retrouver des alibis, voilà. Je fais l'avocat du... On peut revenir à ça, mais d'abord, en finissant en faisant avec l'histoire de la répercussion. Oui. En fait, on est dans une situation où, en fait, du fait de la stagnation, la demande globale est plutôt atone. Ouais. Et donc, on n'est pas dans une situation où les investisseurs demandent des crédits, et qu'ils vont. Donc en réalité, j'ai dit un coup d'épée dans l'eau. À mon avis, les banquiers, d'ailleurs, entre parenthèses, la libéralisation du secteur bancaire a connu les mêmes affres que celle du secteur à peu près. Hein. Oui, dans les deux situations, l'État s'est dessaisi. Dans les deux situations, l'État s'est dessaisi d'instruments de régulation. En l'occurrence, la politique, effectivement, la politique de crédit, hein, la politique des taux d'intérêt. L'État s'est dessaisi d'instruments de politique économique, mais en fait les a livrés à un monopole, à un oligopole, à un cartel, vous voulez, qui eux font réellement la politique monétaire. Soyons clairs. Mais vous avez aujourd'hui effectivement une situation où donc la demande est plutôt atone. Il n'y a pas de visibilité. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, ce sont effectivement les quelques investisseurs, peut-être les moyens, parce que les gros, de toute façon, ont les moyens de négocier leur taux. Donc, c'est beaucoup plus la petite et moyenne entreprise qui, le cas échéant, donc le cas où elle a un peu d'espoir, elle a envie d'investir, ou alors, l'autre élément sur le modèle, c'est parce qu'il n'y a pas que les crédits d'investissement, mais tout simplement, vous savez, les 4/5 des entreprises, notamment les petites, vivent sur les crédits de fonctionnement, hein, faute de fonds de roulement, tout simplement insuffisant, faute de capitaux propres, etc. En fait, ils sont en permanence dans une spirale d'endettement. Et là, la hausse du taux d'intérêt va aggraver encore leur situation. Et là, on est dans un schéma de précarité pour ces types d'entreprises, les TPE et les PME. Oui, et puis une décision comme celle-ci, je rappelle, dans le meilleur des cas, pas d'effet, dans le pire des cas, elle va aggraver la situation. Des particuliers, bien évidemment, etc. Bien évidemment. Mais, alors, vous me dites le dirham. Mais là aussi, soyons simplement clairs, jusqu'à nouvel ordre, nous sommes dans une situation où le dirham est encadré dans le cadre d'un tunnel que Montgomery surveille attentivement. En tout cas, donc, il n'y a pas le pire qui puisse arriver, c'est que le dirham touche soit au plafond, soit au plancher de la... Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, la marge de variation n'est pas, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à maintenant, n'est pas suffisamment forte pour que cela puisse représenter ce que vous me dites. C'est-à-dire pour que ça puisse effectivement dire, oui, on va faire en sorte pour que le dirham, effectivement, reste relativement fort, pour que ça atténue. On joue sur 1-2 points, là. Mais dans on ne joue pas sur 10, 15, 20%. Non, pas par contre, l'impact de la hausse du dollar, en ce moment, sur les importations, elle est de 20-30%. Ouais. Je vous rappelle que le dollar était à 9,5, il est à 10,80 ou plus. Ça, c'est consistant. Et à côté de cette variation importante,
les histoires de variation dans le tunnel du dirham par rapport à son... À mon avis, ne sont pas réellement d'impact. D'accord. Et bon, en tout cas, là encore, wait and see, et on verra ce que les prochaines semaines et les prochains mois... Ce que je trouve de dommage, c'est qu'encore une fois, on continue d'être télécommandé, finalement, par des décisions qui sont prises à l'international. Je trouve que la Fed augmente son taux directeur, tout le monde sait que c'est l'Amérique qui gagne, effectivement. C'est très rationnel, c'est très très logique. Hein. Il faut parler qu'il y a une guerre monétaire entre mais déjà que la Banque européenne le fasse, c'est déjà, vous savez, l'Europe est en train de se tirer de main dans le pied. Hein. Mais nous, c'est encore plus grave aussi. Ce mimétisme, je vous assure, hein, sincèrement, ce mimétisme devient insupportable. Bon, à la limite, on veut bien encore que la Fed de la BCE le fasse, parce qu'on est dans une logique où il faut garder les capitaux chez soi, et que quand le taux directeur de la Fed augmente, que celui de la BCE n'augmente pas, et bien naturellement il y a un déplacement de capitaux, parce que avoir un compte bancaire, pour le dire simplement aux États-Unis, devient plus rentable, rémunérateur, qu'au niveau de l'Europe, mais effectivement au niveau du Maroc, on n'est pas dans cette perspective-là du tout. Donc c'est aligné. Et quand est-ce que vous avez des investisseurs qui affluent au Maroc parce que les dirhams a varié? Mais pas du tout. Encore une fois, je rappelle, franchement, s'il y a un mot qui me vient là, à l'esprit, pour le rapport de la Conseil de la concurrence, c'est contre-productif. Un mimétisme qui devient contre-productif. Et puis la forme qui l'emporte sur le fond et le formel qui l'emporte sur l'essentiel, et on est toujours dans ces paradigmes-là. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'État s'est dessaisi de telle ou telle prérogative. Enfin, à la limite, même si je n'adhère pas, mais chacun son idéologie, je veux bien qu'il le fasse, je veux dire, mais qu'il le fasse bien, je veux dire, réellement, dans un schéma de libéralisation intégrale, au niveau juridique, économique, politique, afin qu'il y ait une cohérence globale. Mais il n'y a rien de pire qu'une libéralisation à moitié. En fait, je répète, qui est contre-productif au sens où on atteint le contraire de ce qu'on a proclamé. Parce que, mais quand même, il faut se rappeler, qu'est-ce qu'on nous disait, qu'il s'agisse de la libéralisation des taux d'intérêt ou la libéralisation des prix des hydrocarbures? Qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait que la libéralisation va produire plus de compétition, plus de concurrence, et donc baisse des prix, et donc c'est le consommateur qui finalement va y gagner. On a l'exact contraire. On a l'exact contraire. Et donc c'est bien avant la crise du Covid et bien avant la crise du conflit russo-ukrainien. Vous vous rappelez, déjà 2017-2018, si on revient à cette époque-là, ce que le Conseil n'a pas fait, on trouvera le même mécanisme qui est en œuvre. Et qu'on avait l'illusion que c'était accessible, mais peut-être que même à l'époque, ça devait coûter beaucoup moins cher si les règles de la libre concurrence étaient respectées. En tout cas, professeur Najib Arfoui, merci infiniment pour tous ces éclairages. Je rappelle, vous venez de faire paraître un nouvel ouvrage qui s'appelle Maroc, une économie sous plafond de verre, des origines à la crise Covid-19. On ajoutera le lien au niveau du descriptif de la vidéo pour les gens qui voudront se le procurer. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Urgence économique.